donner la possibilité de m'adresser à tout le monde aujourd'hui. Alors, je vais vous partager mon écran pour la présentation. Alors, en principe, vous devriez voir la présentation et on va la mettre en mode de présentation. Alors, est-ce que vous voyez bien la présentation? Une petite information, Clément, je vous demande de fermer votre micro, s'il vous plaît. Tu peux commencer, Clément. Oui, vous voyez bien la présentation? Oui, c'est parfait. OK. Bon, alors, sans doute que vous êtes des personnes qui sont au fait des développements de la robotique et donc vous avez sans doute entendu parler des robots collaboratifs. Peut-être vous en utilisez déjà. Alors, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous parler un peu de nos travaux de recherche. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler sur les robots collaboratifs de prochaine génération. Donc, ils ne sont pas nécessairement encore disponibles, mais vers quoi on s'en va dans la recherche, dans le développement là, des robots collaboratifs. Alors d'abord, on va s'intéresser à l'interaction physique humain-robot. Donc, c'est le but des robots collaboratifs, c'est-à-dire d'être capable d'avoir une interaction physique entre l'humain et le robot pour exécuter des tâches ou encore pour différentes applications. Donc, on peut penser bien sûr des applications dans le domaine manufacturier, mais aussi des robots d'assistance, par exemple des personnes avec handicap, dans le domaine médical comme des robots de chirurgie, dans le domaine du divertissement ou les robots à la maison éventuellement. Donc, dans une interaction physique entre un humain et un robot, on voit que ça fait intervenir plusieurs composantes, plusieurs éléments. Donc, il y a une interaction mécanique de base. Ensuite, il y a des capteurs pour mesurer cette interaction-là. Il y a une certaine commande et une certaine réactivité qui est mise en œuvre dans le contrôleur du robot. Donc, tout ça en vue de collaborer pour réaliser une tâche. Alors, nous, on s'intéresse principalement au premier élément, c'est-à-dire l'interaction mécanique, parce qu'on pense que c'est comme c'est de là que tout part, que si on travaille sur cet élément, on va réussir à développer des systèmes qui vont avoir les meilleures performances possibles et après construire par-dessus avec les autres éléments. Alors, on dit qu'on essaie de développer des systèmes qui sont mécaniquement intelligents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'intelligence mécanique? Alors, pour nous, ce que ça veut dire, c'est que c'est un système qui est capable de réagir à l'environnement strictement à partir de stimuli mécaniques, donc sans des capteurs électroniques, sans des systèmes et des composantes informatiques. Donc, on dit à ce moment-là que l'intelligence est enchâssée dans la mécanique. Donc, un petit exemple ici, ce que vous voyez, c'est le doigt d'un préhenseur qui est monté avec un système de ressort passif. Donc, si je viens pousser avec la petite flèche rouge en bas pour venir fermer le doigt sur un objet, éventuellement, si l'objet fait un contact avec si le préhenseur fait un contact avec l'objet, la butée mécanique sur laquelle était appuyé le système, donc la deuxième phalange va se séparer. Si je continue à pousser, donc le doigt va s'adapter à la forme de l'objet sans que j'ai eu besoin d'utiliser un capteur là, pour déterminer la forme de cet objet-là. Donc, ça paraît un peu simple comme exemple, un peu anodin, mais en fait, cet exemple-là provient d'un système qu'on a développé il y a une vingtaine d'années pour les manipulateurs de la station spatiale. Donc, c'est la main que vous voyez en haut à gauche. Et donc, le requis ici était qu'on ne pouvait pas avoir plusieurs actionneurs, plusieurs moteurs dans cette main-là. On pouvait en avoir qu'un seul pour entraîner le mouvement des doigts à cause des contraintes dues au bras spatial. Et donc, on a inclus autant d'intelligence mécanique que possible là, dans cette main-là pour faire en sorte qu'elle puisse s'adapter aux différents objets automatiquement, là, naturellement, de façon mécanique. Bon, cette main qu'on avait développée à la fin des années 90 a éventuellement fait du chemin et c'est devenu le premier produit là, de la compagnie robotique qui est installée à Lévis, que vous connaissez peut-être, qui est très active dans le domaine de la robotique collaborative. Donc, notre motivation, notre leitmotiv dans tous ces projets de recherche-là, c'est que la mécanique est au cœur des applications robotiques et donc devrait être une composante importante de la solution. Donc, si on travaille d'abord au niveau mécanique, on va d'abord analyser les problèmes à résoudre, on va synthétiser des solutions et
Ensuite, on va ajouter des éléments d'électronique, la commande et éventuellement un plus haut niveau encore de l'intelligence artificielle ou le traitement de données et autres. Et donc, on construit à partir de la base et après, on monte vers le haut, vers les niveaux d'intelligence de plus en plus complexes. Si on regarde les robots collaboratifs qui sont actuellement disponibles sur le marché, ce n'est pas exactement de cette façon-là que les choses ont été faites, c'est-à-dire que les robots collaboratifs sont basés sur les robots industriels conventionnels auxquels on a ajouté des capteurs. Donc, on n'est pas redescendu à la base du problème pour refaire l'analyse mécanique. On a tout simplement pris le robot existant puis on a ajouté des capteurs pour essayer de les rendre collaboratifs. Bon, il y a des raisons évidentes pour ça, là. C'est l'évolution des choses qui a fait en sorte que ça a été fait de cette façon-là. Mais ce qu'on essaie de faire, nous, justement, c'est de revenir à la base là, pour revoir le problème mécaniquement. Donc, les robots industriels conventionnels qui ont été développés il y a plusieurs décennies, bien, ils ont été développés pour produire des mouvements, donc pour amener un objet d'un point A à un point B, mais ils n'ont pas été développés pour faire de l'interaction. Donc, les robots industriels, en général, ont des architectures qu'on dit sérielles. Donc, c'est des membrures et des actionneurs montés en série les uns des autres. Et étant donné qu'ils ont cette architecture-là, on ne peut pas se permettre de monter sur les différentes parties du robot des actionneurs qui seraient très lourds. Donc, pour solutionner ce problème-là, ce que les gens ont fait, c'est utiliser des réducteurs avec des grands rapports de réduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chacune des articulations du robot, j'ai un moteur, mais j'ai aussi une boîte d'engrenage, donc un réducteur, qui permet de réduire la vitesse du moteur et donc d'augmenter son couple pour permettre d'entraîner le robot. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un moteur électrique, ce n'est pas la puissance du moteur qui dicte la grosseur du moteur, mais c'est le couple. Si je veux produire des grands couples, il me faut des moteurs qui sont lourds, donc qui sont gros et lourds, alors qu'avec des moteurs plus petits, je peux produire des couples plus petits, mais à des vitesses plus grandes, et donc avec un réducteur, je peux produire des plus grands couples. Donc, c'est l'approche qui a été utilisée. Donc, ça fait en sorte que les robots sont relativement rigides, ils sont précis, ils peuvent manipuler des charges importantes, mais ils ne sont pas sécuritaires là, pour dans des environnements où j'ai aussi des personnes. Donc, ils ne sont pas ce qu'on dit rétro-commandables, c'est-à-dire que je ne peux pas pousser sur le robot puis rétro-entraîner les moteurs du robot là, physiquement. Donc, pour les rendre collaboratifs, ce qui a été fait, c'est de compenser ces limitations-là. Donc, ils ont utilisé les mêmes architectures, des robots de type sériel, des systèmes de réduction aux articulations. Et pour compenser, donc, on a monté sur le robot des capteurs de force, des capteurs de couple, soit aux articulations, soit à l'effecteur du robot. Et aussi, on a réduit la vitesse et l'accélération pour assurer la sécurité. Donc, ce que ça fait comme résultat, c'est que oui, on peut physiquement interagir avec le robot. Je peux saisir la main du robot, faire déplacer le robot, mais ça se fait avec une bande passante qui est faible, c'est-à-dire que je ne peux pas faire bouger le robot très rapidement, là. Je ne peux pas secouer le robot. Je peux le déplacer lentement, l'amener à une position, enregistrer des positions, etc. Ça fait aussi que ça a un impact sur la productivité du robot parce que comme les vitesses possibles sont moins grandes, mais à ce moment-là, j'ai le robot qui travaille plus lentement. Donc, voici des exemples dans des applications industrielles, là, des robots de ABB ou de KUKA ou de la compagnie UR. Donc, vous voyez des applications à gauche là, de la compagnie robotique là, qui développe des outils pour aller sur ces robots collaboratifs et permettre donc une interaction intuitive là, avec les robots. Donc, ça, c'est la génération actuelle des robots. Et donc, ils prennent de plus en plus de place dans l'industrie parce que justement, ils permettent ces apprentissages-là sans avoir besoin de faire beaucoup de programmation. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est essayer d'améliorer la réactivité de ces robots collaboratifs, c'est-à-dire qu'on puisse les manipuler et interagir avec eux un peu comme si on interagissait avec un collègue de travail, donc pour lui indiquer les tâches à faire. Et donc, on puisse déployer en quelque sorte notre propre impédance mécanique lorsqu'on interagit avec les robots. Donc, bouger de façon naturelle, c'est ce que ça veut dire. Donc, pour faire ça, ce qu'on veut faire, c'est réduire ou éliminer les rapports de réduction aux articulations. Donc, enlever les boîtes d'engrenage pour faire en sorte que les moteurs du robot perçoivent directement ce qui se passe au niveau de la tâche du robot.
Donc, on veut rendre les robots rétro-entraînables ou rétro-commandables, en anglais backdrivable, ce qui veut dire que je peux pousser sur le robot et faire bouger les moteurs du robot, donc mécaniquement, là, sans avoir besoin d'une boucle de commande pour faire ça. Donc ça nous permettrait d'éliminer l'utilisation des capteurs de phare. Donc, ça réduit le coût, ça augmente beaucoup l'efficacité parce que le couplage est direct. Et aussi, j'ai oublié de le mentionner, enlever les réducteurs, ça réduit aussi le coût. Donc ça, c'est pas facile à faire pour des robots d'architecture conventionnelle, comme je le disais tantôt, les robots sériels, parce qu'il faudrait qu'on augmente pas mal la taille des moteurs. Et donc, c'est difficile là, dans une architecture conventionnelle de faire ça. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'utiliser des architectures mécaniques différentes, qu'on appelle parallèles ou hybrides. Et donc, voici quelques exemples. Donc, ce sont des robots qui contiennent des éléments mécaniques montés en parallèle entre la base du robot et l'effecteur du robot. Donc, vous voyez des exemples ici de tels robots. Et donc, la caractéristique fait en sorte que comme on a plusieurs chaînes mécaniques qui vont de la base à l'effecteur du robot, on peut distribuer les actionneurs et on peut les approcher de la base du robot. Donc, ça fait en sorte qu'on peut avoir des actionneurs qui sont plus lourds, plus gros, parce qu'ils sont situés donc à la base du robot et non pas tout le long de la chaîne jusqu'à l'effecteur du robot. La petite animation, la petite vidéo que vous voyez en bas à droite, c'est un robot parallèle qu'on a développé qui est redondant. Je vais en reparler tout à l'heure, qui nous permet d'augmenter beaucoup les plages de débattement des robots parallèles, ce qui est traditionnellement une de leurs limitations. Donc, les robots parallèles, en fait, ce ne sont pas une nouvelle famille de robots, parce que si on regarde dans l'historique de la robotique, un des premiers robots qui a été breveté dans les années 1940, c'était un robot parallèle. Donc, c'est un robot pour faire de la peinture dans l'industrie automobile. Donc, ce n'est pas essentiellement nouveau comme concept. Maintenant, nous, on veut reprendre ce concept-là parce qu'on pense qu'il est vraiment bien adapté pour faire des robots d'interaction. En passant, les robots que vous voyez sur cette page sont tous des robots qui ont été développés à l'Université Laval, incluant la vidéo que vous avez vue. Donc, ce serait quoi le robot d'interaction idéal? Quelles seraient ses caractéristiques? D'abord, on voudrait qu'il y ait une faible inertie en mouvement, c'est-à-dire que les parties mobiles du robot soient les plus légères possibles, ce qui nous permettrait d'augmenter la vitesse sans compromettre la sécurité. Deuxièmement, on voudrait qu'il soit rétro-entraînable, donc on n'a pas besoin des capteurs d'effort, puis qu'on puisse interagir naturellement avec le robot. Et donc, on voudrait aussi que le robot ait un espace de travail qui soit assez grand, qui puisse, par exemple, être comparable à l'espace de travail d'une personne. Alors, nous, comme on veut utiliser des mécanismes parallèles, on regarde, est-ce que ces caractéristiques-là correspondent aux robots parallèles? Pour la première, oui, certainement, les robots parallèles ont une faible inertie en mouvement parce que nos actionneurs sont situés proches de la base. Ils peuvent aussi être rétro-entraînables parce que comme les actionneurs sont proches de la base, on peut limiter les rapports de réduction. Par contre, ils sont faibles au niveau espace atteignable. Comme vous l'avez vu, j'ai plusieurs jambes dans le robot. Ça contraint le mouvement du robot. Alors, c'est pourquoi on introduit de la redondance dans les robots parallèles. Qu'est-ce que ça veut dire, la redondance? C'est qu'on augmente, on pourrait dire artificiellement, le nombre de degrés de liberté dans le robot. Et donc, on a des mouvements internes possibles, ce qui nous permet d'augmenter beaucoup la zone de travail des robots. Donc, surtout la zone de travail en rotation. Donc, la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, c'est une plateforme qui permet des grandes rotations pour un robot parallèle, alors que traditionnellement, ce type de robot parallèle-là ne permet pas des grandes rotations. Ça nous permet aussi d'opérer un préhenseur directement à partir des moteurs de la base, grâce au degré de liberté redondant, on va le voir tout à l'heure. Ça permet aussi une mise à l'échelle, c'est-à-dire qu'on peut mettre les robots à l'échelle pour manipuler des charges qui sont plus importantes. On peut aussi utiliser le robot comme interface haptique, c'est-à-dire faire ressentir des forces de contact, par exemple, à un utilisateur. C'est peut-être moins pertinent dans le domaine manufacturier, quoique ça peut être intéressant là, pour introduire certaines contraintes. Donc, voici un exemple de robot parallèle. Je dis c'est un robot parallèle hybride parce qu'il n'est en réalité pas complètement parallèle. Donc, c'en est un qu'on a développé relativement récemment, donc depuis 2019.
Donc, on voit que c'est un robot avec 3 jambes, et dans chacune des jambes, on a 3 actionneurs. Donc, on a 9 degrés de liberté dans le robot. Et là où j'ai la redondance, c'est à la plateforme du robot. J'ai une petite membrure supplémentaire là, qui me permet donc de réorienter les barres qui sont attachées à la plateforme pour augmenter la zone de travail du robot. Ça me permet aussi, cette redondance-là, d'opérer un préhenseur qui est situé à l'effecteur, comme on voit ici. Donc, dans cette figure, ce qu'on voit, c'est en rouge, c'est la plateforme virtuelle qu'on a vue tout à l'heure, mais on l'a remplacée par des mécanismes qui font en sorte que les degrés de liberté redondants peuvent maintenant servir à ouvrir, fermer le préhenseur. Donc, on n'a pas besoin de monter un moteur et d'amener donc du câblage à l'effecteur du robot. On peut travailler directement avec les actionneurs de la base. Une autre particularité qu'on a fait dans ce robot-là, c'est qu'on a mis des contrepoids pour équilibrer statiquement les jambes du robot, pour faire en sorte que les moteurs n'aient pas besoin de supporter le poids propre du robot. Donc, ça, c'est parfois fait aussi dans les robots sériels. Donc, ici, on a un contrepoids pour la jambe et un contrepoids pour le parallélogramme là, qui est monté dans la jambe elle-même. Alors, voici un petit peu ce que ça donne. Donc, ça, c'est le concept à gauche et à droite, le prototype de robot que vous voyez. Donc, à la base, vous voyez, dans chacune des jambes, il y a 3 moteurs qui entraînent les 3 degrés de liberté de la jambe qui permettent de contrôler donc l'effecteur du robot. Alors, comment on veut utiliser ce robot-là? Donc, on peut l'utiliser seul pour des tâches qui sont localisées ou encore en configuration macro-mini, donc c'est-à-dire le mini-robot qui est celui-là serait monté sur un robot portique ou un autre type de robot pour des tâches qui demandent des zones de travail là, plus grandes. Donc, ça donnerait quelque chose comme ceci, où vous avez par exemple un robot portique, puis vous avez le petit robot qui est monté dessus. Je vais vous le montrer tout à l'heure en prototypage. Donc, voici une première vidéo qui montre un petit peu les mouvements possibles du robot. Donc, vous voyez les 3 actionneurs à la base. Ces 3 actionneurs qui sont utilisés en mode direct, donc pas de réducteur, pas de boîte de réduction. Et on voit que par rapport à l'empreinte de base du robot, le robot a quand même un espace de travail qui est grand, surtout pour un robot parallèle, là, et aussi un espace de travail en rotation qui est grand. Donc, les rotations que vous voyez là, c'est assez exceptionnel pour un robot parallèle. C'est la redondance là, qui nous permet de faire ça. Si vous remarquez aussi, les parties mobiles du robot sont légères parce que les moteurs sont à la base du robot. Les moteurs pivotent un peu autour de la base. Mais ici, on voit l'opération de la pince du robot à partir des moteurs de la base. Puis ici, on voit les capacités là, en vitesse puis en accélération du robot. Donc, on peut aller à ces vitesses et à ces accélérations-là sans danger à cause du fait que les parties mobiles sont très légères. Donc, si jamais il y a des impacts avec une personne, les conséquences sont vraiment négligeables là, parce que les parties mobiles sont si légères. En plus du fait que les actionnaires du robot ressentent ce qui se passe à l'effecteur. Donc, on a un contact direct, ce qui permet de réduire les forces de contact lors d'interaction. Ici, on voit l'interaction. Là, c'est là où ça devient intéressant. Donc, on voit la personne qui bouge le robot de façon naturelle, donc avec des vitesses et des accélérations qui correspondent à ce qu'on ferait naturellement là, avec nos bras, avec nos mains. Donc, ici, la personne peut guider le robot puis venir le placer dans différentes configurations pour lui enseigner, par exemple, des points à atteindre. Donc, ça peut être fait donc de façon complètement intuitive et naturelle, là. Puisque l'inertie ressentie par la personne, l'inertie du robot est très, très faible. Donc, comparativement au robot collaboratif où habituellement, on a pas mal toujours l'impression de traîner le robot, on pourrait dire, là, donc, qui est toujours un peu derrière nous. Ici, on voit une autre caractéristique possible. Donc, on pourrait mettre un environnement virtuel. Donc, ici, la personne ressent les contacts avec ce mur qui n'existe pas dans la réalité, là, qui est un mur virtuel. Donc, ça pourrait être utilisé, par exemple, dans une interaction avec un système virtuel. Ça pourrait être dans des jeux vidéo ou dans toutes sortes de choses, mais ça pourrait aussi être dans un environnement manufacturier où on voudrait restreindre certaines zones et empêcher la personne d'amener le robot dans des zones où il ne devrait pas travailler, par exemple.
Donc, ici, le mouvement est très, très facile à effectuer, mais lorsqu'on arrive aux surfaces de contact, on ressent les contacts comme tels. Bon, ici, on voit l'enseignement d'une tâche au robot. Donc, la personne va enregistrer l'endroit où le robot devrait aller saisir l'objet, incluant l'ouverture de la pince, parce que l'ouverture de la pince est aussi gérée par les moteurs de la brasse. On enseigne le point de dépôt, puis on enseigne un point intermédiaire. Et après, donc, le robot peut, après avoir appris cette tâche-là, donc peut répéter la tâche, là, donc venir saisir l'objet à l'endroit qui a été indiqué. Ensuite, aller au point intermédiaire, qui a été aussi indiqué par la personne, et à venir déposer l'objet à l'endroit final. Bon, ici, comme vous voyez, le robot est à l'envers en quelque sorte, là, parce que normalement, il est conçu pour être accroché au plafond. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ces petites tablettes-là là, pour les fins de la démonstration, là, mais en réalité, le robot serait monté à l'envers, travaillerait sur une surface de travail là, qui serait une surface de travail plus conventionnelle. Donc, on voit ici, donc, le robot va aller saisir un autre objet, donc venir effectuer là, la même tâche et déposer l'objet dans la phase finale, donc la pause finale. Donc, ici, le robot est capable d'opérer en collaboration avec la personne là, de façon très intuitive et sécuritaire. Alors maintenant, je vous montre le même robot, mais monté dans une configuration macro mini. Je m'excuse pour le son. J'ai oublié de couper le son de la vidéo. Alors ici, on voit le robot qui est monté sur l'effecteur d'un robot portique, donc un robot translationnel. Donc on voit la personne qui peut interagir avec le robot de façon naturelle. Le petit robot va réaliser les mouvements à plus haute fréquence et à faible débattement. Et le grand robot, lui, va se charger des déplacements là, qui sont des déplacements à plus grand débattement, donc pour pouvoir atteindre les différentes zones de l'espace de travail. Donc, ici, là, la capacité du robot donc, à guider le mouvement. C'est le robot essentiellement qui guide le mouvement du grand robot pour effectuer les sur des. Alors, je vous montre un autre segment vidéo dans lequel vous allez voir le robot qui est utilisé pour faire une tâche d'insertion. Donc, il demande une interaction avec la personne, mais aussi avec l'environnement de travail, parce que pour l'insertion, donc, il peut y avoir des contacts là, avec l'environnement de travail comme tel. Alors ici, je vous signale qu'il n'y a aucun capteur d'effort qui est utilisé, là. Donc, le robot est capable de guider. Donc, la personne peut guider l'effecteur du robot, puis le robot peut guider lui aussi son effecteur parce qu'il y a un contact direct avec la tâche qui est en train de réaliser. Les moteurs peuvent percevoir là, les efforts externes. Et finalement, ici, c'est une application dans laquelle on voit le robot qui va effectuer une tâche de transbordement, donc on appelle pick and place. Donc, la personne ici, avec l'interface sans fil, vient enseigner les positions au robot. Donc, on lui enseigne la position où il doit aller chercher les objets et où il doit aller déposer les objets. Donc, on va enseigner ces sachant que la phase d'enseignement est très, très intuitive aussi, parce qu'on dépasse le robot de façon très naturelle. Donc, après, le robot vient exécuter la tâche, saisir les pièces, puis les appliquer. Donc, ici, on voit le robot qui vient saisir la pièce, aller au point. Il faut remarquer quand le robot se déplace, donc on a le petit robot donc, qui cherche à aller dans une certaine direction. On a le grand robot qui suit un peu derrière pour rattraper le petit robot. Il peut accélérer moins rapidement. Mais la distribution du mouvement entre les deux, entre le petit et le grand robot, donc le suivant les bandes de fréquence correspondantes. Donc, voilà pour ça. Je vous montre un autre exemple ici.
le petit robot n'a pas nécessairement à être un robot avec 6 degrés de liberté là, qui permet toutes les translations, les rotations. Ici, le petit robot est un robot qui permet seulement des translations. Et donc, dans ce cas-ci, c'est un robot qui est en fait, le petit robot ici est complètement passif. Il n'y a même pas d'actionnaire dedans. Donc, il sert strictement à guider le mouvement du gros robot et à permettre une interaction, donc supporter une charge. Ici, les charges sont petites. Supporter une charge et permettre une interaction. Autrement dit, aider la personne à effectuer une tâche en supportant l'outil, par exemple. Donc, ici, c'est une démonstration pour montrer l'agilité du robot. Et dans la prochaine séquence, on voit une comparaison entre, à gauche, le nouveau robot avec son interface, qui est le mini-robot qui est rétrocommandable, et à droite, le système traditionnel où j'ai un capteur d'effort qui vient donc mesurer les efforts de contact et les envoyer au contrôleur du robot pour guider le mouvement du robot. Donc, vous voyez, dans ce qui est fait à droite, le mouvement est... Donc, ça prend plus de temps, c'est plus difficile de réaliser la tâche, mais surtout, c'est beaucoup plus pénible. Donc, on a toujours l'impression de traîner le robot derrière nous, là. Donc, c'est à cause du fait qu'on utilise le capteur d'effort et la boucle de commande correspondante. Donc, c'est ce qui est fait là, dans les robots collaboratifs traditionnels. Une dernière démonstration, peut-être ici, je vous montre du travail qu'on a fait en collaboration avec la compagnie GM pour l'assemblage automobile. Ce que vous voyez, c'est un coffre arrière d'une voiture ici. Et le mécanisme que vous voyez avec toutes les barres, c'est le mini-robot qui est en fait, dans ce cas-ci, aussi complètement passif. Donc, qui ne contient pas d'actionnaire, qui sert, donc, qui est équipé d'encodeur. Il sert à détecter essentiellement les intentions de la personne. Donc, la personne peut guider l'objet à manipuler, donc de façon très intuitive. Et donc, ça fait réagir le gros robot. Ici, le gros robot, c'est encore une fois un robot portique, là, comme on les trouve dans les usines d'assemblage. Bon, ici, la personne vient enseigner au robot les positions où le robot devrait aller chercher donc, les pièces. Ensuite, on lance le robot, on dit, tu vas chercher les pièces, tu les présentes à la personne qui doit faire l'assemblage. Donc, le robot va chercher la pièce, va la déplacer, va la présenter à la personne. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que la personne reçoit la pièce, elle peut manipuler cette pièce-là, donc de façon très intuitive, parce que l'interaction entre la personne et le robot est par ce système-là rétro-entraînable de mini-robot qui est passif. Donc là, la personne vient ajuster précisément la position, donc en déplaçant de façon très facile, là, et non pas avec une manette ou avec un capteur de force ou quelque chose, mais vient déplacer la pièce pour l'ajuster précisément pour la monter en place. Donc là, ici, la personne dégage le robot, et donc le robot va aller chercher la prochaine pièce pendant que la personne finit l'assemblage, donc fait la finition. Donc on utilise ici la personne pour faire les choses qui demandent les caractéristiques de l'humain, et le robot, lui, se charge d'aller chercher les grandes pièces puis les présenter. Ici, la personne décide de prendre le contrôle plus tôt que prévu. Ce n'est pas important, le robot va tout simplement suivre ce qu'il reçoit comme information de la personne, comme intention, là, pour venir se repositionner pour faire l'ajustement final. Donc, voilà pour ça. Alors, donc ça, c'est une façon, donc, avec l'architecture macro mini, d'exploiter le genre de robot rétrocommandable qu'on développe. Et il y a beaucoup d'applications où on peut imaginer ce genre de choses. D'ailleurs, il y a beaucoup d'applications qui ne nécessitent pas tous les degrés de liberté d'un robot conventionnel. Donc, on utilise des robots conventionnels parce que, bon, ils sont là, ils sont facilement faciles à se procurer. Mais il y a des tâches où on pourrait utiliser des arrangements qui sont plus simples. Une autre façon d'utiliser le principe que je viens de montrer, c'est d'utiliser une approche macro-mini qui est montée sur un robot sériel conventionnel grâce à des coques, donc des coques qui recouvrent les différentes parties du robot et qui sont reliées à la structure du robot par des mécanismes passifs équipés d'encodeurs. En réalité, c'est un petit peu comme si, quand vous interagissez avec une autre personne, si vous saisissez le bras de quelqu'un puis vous voulez lui indiquer où aller, donc comment faire un tel mouvement,
bien, vous n'interagissez pas directement avec la structure osseuse de la personne, mais avec des tissus mous, donc qui permettent un certain mouvement, donc qui font un genre de tampon entre vos mouvements puis les mouvements donc de la structure osseuse. C'est un petit peu la même chose ici. Donc, le but est d'augmenter la réactivité puis de diminuer les efforts d'interaction pour avoir ce genre de tampon-là entre le mouvement du robot et le mouvement de la personne. Donc, l'idée, c'est, dans une approche conventionnelle, on a des interactions, donc une personne qui vient interagir avec le robot, et on a des capteurs qui mesurent les efforts et qui retournent ça au contrôleur. Alors que nous, ce qu'on veut faire, c'est plutôt monter des genres de coques donc, sur les membrures du robot qui sont reliés aux membrures par des mécanismes passifs et ces mécanismes-là vont mesurer le mouvement induit. Et justement, le fait qu'on a cette zone tampon permet au robot donc de suivre le coq, donc de rattraper le mouvement, donc d'augmenter la réactivité pour éviter qu'on ait justement cette sensation de traîner le robot lorsqu'on interagit. Donc, voici un exemple. On a développé un robot qu'on a conçu tout simplement pour illustrer ce concept-là. Donc, c'est un robot à 5 degrés de liberté. Et on a 2 membrures sur lesquelles on a monté ces coques. Donc, ici, à gauche, ce que vous avez, c'est une coupe transversale. Au centre, vous avez la membrure du robot, qui serait comme l'os, on pourrait dire, du robot. Et autour, vous avez la coque. Puis, entre les deux, vous avez ces mécanismes-là qui sont équipés d'encodeurs qui permettent de détecter le mouvement. Donc, en pratique, ça donne ceci. Donc, vous avez la coque extérieure, vous avez la membrure comme telle du robot, et vous avez donc le système de coque qui est monté sur des mécanismes élastiques passifs là, avec des encodeurs qui permettent de détecter ce mouvement-là. Alors, ça donne quelque chose comme ceci, donc comme démonstration. Alors, vous avez le robot ici qui est équipé avec 2 membrures qui ont des coques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure justement les mouvements de ces coques-là par rapport au robot. Et ça fait en sorte que la personne a justement, comme je disais, cette zone tampon là, qui permet de faire bouger le robot rapidement. Et le robot, lui, va suivre au mieux qu'il peut là, le mouvement induit par la personne. Donc, ça fait une interface qui est beaucoup plus naturelle entre le robot et la personne, donc pour la manipulation des membrures du robot, par exemple pour lui enseigner des tâches. Donc, on peut bouger le robot très précisément, mais on peut aussi le bouger de façon agile si on a besoin d'aller rapidement dans une autre zone, une autre partie de la zone de travail là, pour lui enseigner donc, différentes choses. Ici, on peut contrôler tous les mouvements du robot avec les 2 coques. Et un petit peu le secret dans la sauce, c'est comment on interprète les différents mouvements des coques pour générer les mouvements du robot qui vont être naturels pour la personne, là, qui vont donner l'impression à la personne que le robot réagit vraiment de façon intuitive là, aux mouvements qui sont imprimés par la personne. OK, bon, je pense que je vais m'arrêter ici. Donc, en guise de conclusion, ce que j'ai essayé de vous montrer un petit peu aujourd'hui, c'est d'autres façons, donc des façons nouvelles d'exploiter l'interaction physique humain-robot, donc de l'améliorer, parce qu'on pense que ça a beaucoup de potentiel dans plusieurs domaines d'application, donc de pouvoir interagir directement avec les robots sans avoir besoin là, de connaissances avancées en robotique ou en programmation. Donc, comme je l'ai dit au début, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est l'aspect mécanique de l'interaction qui doit être considéré de façon prioritaire. On part de ça, puis après ça, on construit par-dessus avec des algorithmes et avec donc des capteurs, des contrôleurs. Donc, une interaction à faible impédance mécanique, là, donc le robot qui est facile à bouger, qui suit nos mouvements de façon naturelle, bien, ça donne quelque chose de très intuitif, en même temps que d'être sécuritaire et efficace, et à plus forte raison avec les architectures parallèles que je vous ai montrées, là, qui ont des très faibles masses en mouvement. Donc, on peut construire des systèmes intelligents avec ces outils-là comme base, puis inclure des niveaux d'intelligence plus élevés par la suite. Je veux quand même remercier rapidement les personnes dont vous voyez les noms ici, qui sont les étudiants et les professionnels de recherche qui ont travaillé sur les différents exemples que je vous ai montrés aujourd'hui, et aussi remercier le CRSNG et le Programme des chaires du Canada, de même que GM Canada pour le financement là, des différents projets dont je vous ai parlé aujourd'hui. Alors, je vais m'arrêter ici et si jamais vous avez des questions, bien, il me fera plaisir d'essayer d'y répondre.
Merci beaucoup, Clément. C'était une belle présentation. Donc, la question est ouverte pour tout le monde. Si vous avez des questions, donc vous pouvez ouvrir votre caméra et votre micro. Vous m'entendez? Oui. OK. Concernant vos robots agiles, comme on voyait un petit peu plus au début de la présentation, comment vous, étant donné que c'est des jointures et des choses comme ça, est-ce que le niveau de singularité du robot est pire qu'un robot ordinaire avec des mécanismes comme ça, ou vous êtes capable de le contrer avec de la programmation pour justement éviter une singularité dans une programmation user-friendly, comme je pourrais dire? Oui, c'est une très bonne question parce que justement, les robots parallèles sont connus pour souffrir de singularité là, à cause du fait qu'il y a des articulations passives dans les robots. Et c'est la raison pour laquelle, au début, quand j'ai montré les caractéristiques des robots parallèles, j'ai dit, bien, pour les espaces atteignables, les robots parallèles sont moins forts, justement parce qu'il y a des configurations singulières. Et donc, c'est pour ça que nous, on a introduit la redondance, ce qui permet d'éliminer ces configurations-là complètement. La Donc, redondance, il ne créera pas plus de singularité? non, en fait, on les élimine grâce à la redondance. Parce que dans la petite vidéo que vous avez vue sur la page de robots parallèles avec la plateforme, donc on a certaines mobilités qui ne font pas bouger la plateforme, là, qui bougent les membrures à l'intérieur, et on les bouge pour continuellement éviter les zones de singularité. OK. Donc, ça se fait en temps réel dans notre contrôleur, là. Donc, ça, c'est transparent pour l'utilisateur. L'utilisateur, lui, ce qui prescrit, c'est la pose de la plateforme du robot, sa position, son orientation. Et nous, on garantit que à l'intérieur de la zone de travail du robot, on n'aura jamais ces singularités-là qui vont apparaître parce qu'on gère le mouvement de la redondance du robot. Donc, on a vu aussi le robot pour lequel la pince était opérée à partir des moteurs de la base. Dans ce robot-là, c'est la même chose. On a 3 degrés de liberté de redondance. Puis en gérant cette redondance-là, ça nous permet d'éviter les singularités. Mais après, justement, on s'est dit, comme on a ces degrés de liberté-là supplémentaires, puis qui servent à éviter certaines configurations, bien, ça nous laisse une infinité d'autres configurations qui fonctionnent. Donc, pourquoi pas exploiter cette redondance-là, par exemple, pour opérer un préhenseur? C'est comme ça que l'idée est venue de mettre le préhenseur, parce qu'à prime abord, la redondance, c'était pour éviter les singularités. OK. Mais là, on l'a exploité pour opérer le préhenseur. Mais votre question est excellente, là, parce que c'est le défaut classique des robots parallèles, là, les singularités, mais nous, on le contourne complètement là, avec la redondance. OK. Bien. Merci beaucoup, M. Couture. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? J'en aurais peut-être un autre. Ouais, allez-y. Là, dans le fond, vous montrez un peu qu'est-ce que vous avez développé. Là, mettons que moi, je suis un consultant, je veux appliquer ça pour un de mes clients, je vois qu'il y aurait un très beau potentiel à utiliser ce type-là. Je vois un petit peu c'est sûr qu'il faut analyser ça plus en profondeur pour voir les pour et les contre. Un des contre que je semble voir rapidement, c'est que la disponibilité des pièces, mettons, dans le cas qu'un FANUC vient qu'à briser, quelque chose comme ça, c'est quand même assez rapide de le changer versus votre système. Je me trompe peut-être, mais on jase, comme on dit. Vous, en fait, votre mandat ou votre intervention dans je ne sais pas, un client potentiel comme moi, c'est où que ça s'arrête? Oui, mais c'est une très bonne question aussi. En fait, c'est qu'il faut quelqu'un entre vous et moi. Parce que nous, on ne peut pas donc vous construire une unité de ce robot-là, puis dire on va vous la vendre, vous allez l'utiliser, là. Donc, et puis d'ailleurs, on est en train de faire des démarches de ce côté-là pour essayer justement de trouver des gens qui seraient intéressés là, à développer ça commercialement. Donc, il faut une étape entre vous et moi qui serait une personne ou une entreprise plutôt qui en ferait un produit. Donc, qui ferait en sorte que là, ça pourrait être disponible
pour justement pour être intégré là, dans des environnements de production ou autres. Il y a une étude qui a été menée, là, une étude de marché qui a été commandée par l'université pour ce genre de technologie. Et donc, il y a différentes entreprises qui ont été questionnées, là, consultées, des applications potentielles, tout ça. Si jamais vous voyez des applications potentielles intéressantes, on est toujours intéressé à en entendre parler parce que ça fait partie des démarches justement pour essayer là, d'amener ça pour que ça devienne disponible dans le domaine commercial. Donc, c'est sûr que nous, on voit le potentiel, mais nous, bon, on est dans Vous le l'avez domaine de la développé, recherche. là. C'est ça. Donc là, on est en train de travailler sur d'autres robots. Mais donc, on va pas, nous, on ne va pas le commercialiser directement, là. De Donc, quelle manière je veux dire, je ne sais pas si moi, je voudrais le commercialiser ou que je vois que, bon, j'ai des clients qui ont de l'usinage, tout ça. Vous, êtes-vous, je veux dire, votre mandat ou, je ne sais pas comment le dire, là, mais est-ce que vous êtes en mesure de fournir des plans, du data pour qu'un gars comme moi puisse le faire fabriquer? C'est quoi le... ouais, ben, normalement, en général, il y a comme deux modes, là. C'est-à-dire que l'université ça peut être via une start-up ou ça peut être via des licences. Donc, l'université OK. peut accorder des licences pour dire, bon, ben, si un entrepreneur vient et dit, bon, mais moi, je veux utiliser cette technologie-là. Donc, que ce soit d'une façon ou d'une autre, nous, c'est certain qu'on va fournir tout ce qu'il faut là, donc en termes de connaissances là, pour quelqu'un qui veut essayer d'exploiter ça. Ça, c'est certain. Maintenant, si ce que vous mentionnez, c'est plus du custom, là, c'est-à-dire un cas particulier où il y aurait quelque chose de ce genre-là qui pourrait être utilisé ou un dérivé de ça, là, peut-être, là, c'est plus un cas particulier où ça pourrait être fait là, au cas par cas, là, où vous développez un système qui est spécialisé pour un domaine donné, mais là, ça pourrait être comme un genre de contrat au cas par cas. Ça c'est possible aussi. Mais en général, ce genre de choses, au cas par cas, on en a déjà fait, mais économiquement, c'est plus difficile parce que c'est sûr que si on en fait un seul, au point de vue économique, c'est moins évident, disons. Avoir à l'utiliser, je pense que je ferais un scale-up ou un scale-down de exactement ce que vous avez fabriqué, puis sûrement que vous avez les câbles de ça, donc je pense que ça serait la bonne manière de faire, là. Oui, oui, Euh, oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, puis votre question amène le sujet justement du déploiement des technologies qui sont développées dans les environnements de recherche à l'université. Puis donc ça, c'est une question très importante dans le sens où on développe beaucoup de choses. Il y a des choses qui finissent par percoler dans le domaine commercial. J'ai mentionné l'entreprise robotique tout à l'heure. Donc c'est un spin-off là, de qu'est-ce qui a été fait au laboratoire il y a plusieurs années. Bon, après, bon, ils développent leurs propres produits et tout ça. Mais donc, ce genre d'initiative-là comment dirais-je, est un élément important là, du développement économique là, dans le domaine dans le domaine manufacturier. OK. Merci. Mais peut-être, je rajoute un petit peu, M. Couture, peut-être que, est-ce qu'on pourrait faire des projets collaboratifs dans un premier temps pour faire des tests d'application dans une entreprise au lieu d'aller chercher directement la licence ou bien de vendre? Peut-être c'est une autre avenue de faire comme un projet collaboratif, voir un petit peu un projet un peu plus ponctuel et voir comment ça fonctionne le robot. Peut-être, Clément, c'est peut-être une alternative hein, dans le... Oui, oui, ça c'est possible, c'est certain. Si quelqu'un dit, ben moi j'aimerais tester pour un tel genre d'application, c'est quelque chose qu'on peut faire là, dans le sens où soit on fait un mock-up de l'application en laboratoire, puis on fait des tests, puis là, la personne peut voir est-ce que ça fait la job ou est-ce que ça ne fait pas la job, est-ce que c'est vraiment approprié ou est-ce qu'il y a des défauts qui font que ça c'est pas approprié pour ça, donc etc. Oui, c'est sûr que ça c'est des possibilités. Parfait. Puis comment que le robot, excusez, je ne voulais pas trop m'imposer, une dernière question, comment que
Quand vous mettez, mettons, on appelle ça du end-of-arm tooling, tu sais, la main ou le préhenseur qui va interagir directement avec la pièce, comment cette technologie-là peut gérer le poids ou le contrepoids du tooling au bout? Avez-vous quelque chose de développé à ce niveau-là? Ou, Oui, ben, c'est-à-dire que là, dans le robot, vous avez vu, j'ai mentionné les contrepoids. Ouais. Puis les contrepoids, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils contrebalancent le poids du robot lui-même. Donc, puis comme c'est des contrepoids qui sont statiques, là, qui sont mis là, ben, ils vont toujours contrebalancer juste le poids du robot. Si je mets un outil qui est plus lourd, ben là, c'est les moteurs qui vont le supporter. Puis la raison pour laquelle on a utilisé des contrepoids, c'est beaucoup aussi parce que, bon, on utilise des moteurs direct drive, puis les moteurs qu'on a utilisés dans ce cas-là n'étaient pas très puissants, là. Donc, on voulait se donner une chance au niveau de la compensation pour pouvoir avoir des forces résiduelles intéressantes. Mais là, on a élargi cet éventail-là beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, premièrement, on n'est pas obligé d'être complètement direct drive. On peut avoir une petite réduction, ce qui n'empêche pas la rétrocommande. Donc, déjà là, on peut multiplier nos efforts possibles. Et deuxièmement, l'équilibrage qu'on a fait, donc là, il est statique, mais il ne sera pas obligé d'être statique. Il pourrait être ajustable aussi. Il pourrait récupérer une partie de la charge des outils qu'on vient monter là, sur le robot, si ça a du sens de le faire à ce moment-là. Parce que, tu sais, je prends un peu comme exemple le fait que ce soit un robot collaboratif et puis qu'on est capable de travailler agilement et facilement avec le robot. Je prends comme un exemple des compagnies qui veulent faire de l'emballage dans le plastique, qui veulent faire de l'emballage, qui veulent aller mettre des pièces dans des boîtes de carton, des choses comme ça. J'ai déjà vu ce type de technologie-là, sauf que pour être capable d'atteindre, mettons, le haut de la boîte dans la profondeur, le end-of-arm tooling se décale pour laisser de la place au reste du robot. Donc, autrement dit, le end-of-arm tooling, il n'est pas fixe. Son poids ou son centre de gravité, son centre de masse va changer. Fait que, tu sais, est-ce que votre type de technologie peut être capable de gérer ça? Ou, dans le fond, comme vous dites, vous n'êtes pas obligé d'avoir des moteurs direct drive. C'est que le moteur va juste contrebalancer le poids, puis ça finit là. C'est ça. Parce que le poids du robot est annulé par les contrepoids statiques. C'est ça, Okay. exactement. Exactement. Un peu comme un robot conventionnel le fait, là. Donc, c'est les moteurs qui vont reprendre la charge à ce moment-là. OK. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Oui, j'aurais une question, Clément, concernant un peu plus la capacité d'augmenter la vitesse. On parlait tantôt de réduire les problématiques de sécurité pour augmenter la vitesse. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Parce que c'est souvent la problématique au niveau des robots collaboratifs, c'est la rapidité d'action. Donc, avec ce système-là que je considère un peu comme un peu une araignée, là, avec des multipattes, est-ce que l'augmentation du rendement de production pourrait être un des atouts qui viendrait peut-être effectivement faire un changement là, à ce niveau-là? Oui, ça c'est certain. C'est un début parce que si vous regardez un robot collaboratif comme le robot UR, mettons, donc là, ce que vous voyez, le bras, ben, c'est des gros cylindres en aluminium, donc ils sont quand même assez lourds. On ne peut pas se permettre de laisser des accélérations et des vitesses qui soient très grandes à cause de la sécurité. Par contre, si vous regardez un robot comme le nôtre, ben, les masses qui sont en mouvement sont petites. Là, on peut augmenter la vitesse. Et on peut augmenter l'accélération, donc augmenter la productivité du robot. C'est sûr que ça, c'est un avantage intéressant là, pour ce genre de robot. Excellent. OK. Merci. Merci, Sandrine. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, donc ceci termine notre présentation. Donc, il y a Philippe encore. Allez-y, Philippe. Est-ce qu'on pourrait avoir est-ce qu'on va avoir les coordonnées de M. Gosselin à la suite de ça par courriel? Oui, je peux vous envoyer les coordonnées de M. Gosselin. Ou du moins votre département de robotique, là, si ce n'est pas vous directement, là, Oui, il n'y a pas de problème.
Oui, il n'y a pas de problème. Si vous me cherchez sur Internet, laboratoire de robotique, Université Laval, ou avec mon nom, vous allez me trouver facilement. Bon, ben, parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci Très à belle vous. présentation en passant. C'était vraiment intéressant. Merci. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dernières questions. Sinon, bah, je te remercie beaucoup, Clément, pour cette belle présentation intéressante. Et par la suite, bah, de toute façon, la présentation est enregistrée. Donc, ceux qui veulent encore revoir, donc, bientôt sera sur le site de CAP sur la mécatronique. Donc, en tout cas, merci beaucoup, tout le monde, d'être venu à cette présentation-là. Et ce sera donc, on vous attend pour la 3e édition l'année prochaine, 2023. Merci beaucoup à tout le monde et bon après-midi. Merci de votre attention. Au revoir. Merci beaucoup. Et merci, Harry. Ah, je te remercie beaucoup, Clément. C'était un plaisir de t'avoir et aussi, bah, vraiment, c'est très, très intéressant comme projet, là. Et je trouve que ça, tout le monde était là. Donc, c'est vraiment... Non, c'est bien, c'est bien. Puis, bon, on a eu quelques questions très intéressantes.